Les shoji, ce sont ces portes coulissantes traditionnelles qu'on retrouve dans les maisons japonaises. Et au travers de ce nouveau format, je veux vous inviter à ouvrir ces portes, pour aller toujours plus en profondeur dans les sujets qu'on va traiter. Ne pas s'arrêter à la surface, mais essayer d'aller plus loin et d'ouvrir sa réflexion comme on ouvre un shoji. Manga et Japanimation, deux œuvres intimement liées. Ah, c'est sûr que dit comme ça fait très cliché. C'est pourtant au détour d'une banale conversation entre potes que j'ai commencé à me dire que bien qu'aimant les deux supports, j'ai toujours une petite préférence selon l'œuvre concernée. Manga. Manga. Animé. Manga, sans hésiter. Difficile celui-là. Animé. De là, une multitude de questions me sont venues en tête. Pourquoi cette préférence ? Et d'abord, est-ce qu'un manga est directement pensé pour l'animation ? Un animé respecte-t-il vraiment la vision de l'auteur ? À quel point un mangaka est-il impliqué dans l'adaptation de son manga ? Oui, je sais, je me pose trop de questions. Mais il était temps de trancher dans le vif du sujet. C'est pourquoi je me suis saisi de mon meilleur katana, et aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à ce dilemme. Alors, manga ou animé ? Il y a fort longtemps, dans une contrée lointaine, un guerrier samouraï. Je pense qu'il est intéressant de revenir aux origines des deux supports pour bien comprendre l'influence qu'ils peuvent avoir sur nous. Et nous allons commencer avec le manga. Vais-je oser vous faire l'affront de vous rappeler la signification de ce mot en m'appuyant sur Wikipédia ? Oui. Le mot manga peut être traduit tout simplement par bande dessinée, mais traduit littéralement, cela donne image dérisoire. À l'origine, on parlait de manga pour désigner un dessin simplifié. On peut dire que ça a pas mal changé, hein. Si le terme manga devient courant à la fin du XVIIe siècle, il faudra cependant attendre le XXe siècle pour voir arriver les prémices du manga tel que nous le connaissons, grâce à un homme, Yasuji Kitazawa. En 1902, Yasuji Kitazawa, aussi connu sous le nom de Rakuten Kitazawa, fut le premier à publier de courtes bandes dessinées caricaturales dans le supplément du journal japonais Jiji Shimpo. Et devinez quoi ? Pour désigner ses dessins, il utilisait le terme manga. Mais on est encore très loin de ce que l'on peut connaître aujourd'hui. Ici, les histoires de Kitazawa tenaient sur une seule page et caricaturaient généralement la vie japonaise. Mais cela ne l'a pas empêché de rencontrer un franc succès, à tel point que le supplément du Jiji Shimpo se transforma en Jiji Manga. Par la suite, Kitazawa créera de lui-même plusieurs magazines, mais il enchaînera les échecs à cause de nombreuses censures, notamment pour ses caricatures du pouvoir en place. Cependant, cela ne l'empêchera pas en 1908 de publier Friendo, un magazine en couleur exclusivement réservé aux enfants. Une première dans la presse japonaise, et devant le succès, il enchaînera en 1914 avec la revue Kodomo no Tomo, dans laquelle il dessine l'enfance de Toyotomi Hideyoshi, une revue qui marquerait à jamais l'histoire du manga. À partir de là, la machine est lancée, et plusieurs magazines feront leur apparition, comme le Shonen Club, le Shoujo Club ou encore le Yonen Club. Là, en tant que connaisseur de manga, cela doit commencer à vous parler. Shonen, Shoujo, Seinen, des termes qu'on utilise encore aujourd'hui. Mais ne vous y trompez pas, les bandes dessinées proposées dans ces magazines étaient encore une fois bien éloignées de ce que nous connaissons aujourd'hui. Finalement, elles étaient plus proches de nos BD occidentales. Il fallut attendre 1946 pour qu'un jeune mangaka de 17 ans, nommé Osamu Tezuka, révolutionne le genre et impose son style si particulier. Ce style que bientôt, tous les mangas emprunteront jusqu'à aujourd'hui. « 1942, Japon, préfecture d'Osaka. Le jeune Osamu se sent en privilégié. En effet, grâce au projecteur de son paternel, il a la chance de découvrir très tôt les joies du cinéma. Mais ce soir-là, un film retient son attention plus que les autres. C'est un film d'animation, nommé Bambi, d'un certain Walt Disney. Les personnages ont des expressions très exagérées,
de grands yeux très expressifs. Osamu est absorbé par ce qu'il voit. C'est décidé, à partir de ce moment-là, il se lancerait à son tour dans le dessin animé. 1946, c'est l'après-guerre. Le pays est dévasté, ruiné. Les Japonais ont besoin de distractions bon marché. Ils ont besoin de se changer les idées, d'oublier les horreurs de la guerre. Et ça tombe bien. Dans les rues sont vendus 3 fois rien, des mangas. La demande est forte et le marché explose. Les imprimeries tournent à plein régime. Et c'est dans ce contexte qu'Osamu publie ses mangas professionnellement. Mais il rêve toujours secrètement de se lancer dans le dessin animé. Seulement voilà, le Japon est sans moyens. Il va donc essayer de retranscrire ce qu'il voulait rendre à l'écran sur le papier. C'est ainsi qu'il a imposé le style si particulier des mangas, un style qui imite le cinéma. Là où il n'y avait qu'une succession de cases fixes, il casse les codes, donne du mouvement à ses personnages, fait de la perspective, fait des trames. Ses traits sont fins, bien ronds, généreux, les yeux sont énormes et très expressifs. C'est ainsi qu'en 1947, Tezuka publie 200 pages de Shin Takarajima qui se vendra en quelques mois à 600 000 exemplaires, un record pour l'époque. En France, on le connaît principalement pour Astro le petit robot et plus tard, Le Roi Léo. Vous savez, ce film qui aurait inspiré un certain Roi Lion. Très vite, son style va attirer de nouveaux mangaka qui vont suivre ses traces. Et c'est ce style qui va faire le succès de ces bandes dessinées, qui sont les premiers mangas tels que l'on peut les concevoir à notre époque. Ainsi, j'ai la réponse à ma première question. Est-ce qu'un manga est directement pensé pour l'animation ? Bien entendu, chaque œuvre est pensée différemment et seul son auteur peut répondre à cette question. Mais on peut voir que depuis l'intervention de Osamu Tezuka, manga et cinéma sont étroitement liés. Mais notre périple ne s'arrête pas là. Si l'on a vu le rapprochement du manga vers le cinéma, qu'en est-il de la Japanimation ? Quelle est la toute première adaptation d'un manga en animé ? Et pourquoi ? Et si la réponse nous était une nouvelle fois donnée par Osamu Tezuka ? Pour comprendre ce rapprochement, il faut une nouvelle fois faire un bond dans le temps. On estime donc que c'est en 1917 que le premier film d'animation japonais fut diffusé en public. Il s'intitule Le sabre émoussé. À cette époque, le Japon découvrait tout juste le cinéma d'animation, mais très vite plusieurs artistes japonais s'y essayent, tout en utilisant des techniques ancestrales dans l'art de raconter une histoire, comme les rouleaux peints emaki par exemple. Une sorte de parchemin que l'on déroulait au fur et à mesure de l'avancement du récit. À partir de là, l'évolution de la Japanimation fait son chemin et évolue au fil des expérimentations. Il faudra tout de même attendre la fin de l'année 1945 pour voir arriver un premier long métrage d'animation japonais, nommé Momotaro, le divin soldat de la mer. Si le terme manga heiga est utilisé depuis 1920, comprenez par là film, dessin animé, la cible et l'objectif de ce premier long métrage est encore bien éloigné de ce que nous connaissons aujourd'hui, puisque Momotaro est avant tout un film de propagande issu d'une commande gouvernementale, qui avait pour but de préparer la jeunesse japonaise à la guerre, rien que ça. Passé la Seconde Guerre mondiale et l'effondrement économique du Japon, la Japanimation reviendra tout doucement dans les salles obscures à partir de 1948, notamment grâce à un petit studio installé dans le quartier de Shinjuku, nommé Nihon Doga. Le studio produisait principalement de petits courts-métrages à but pédagogique, qui rencontraient un certain succès auprès des plus jeunes. Le studio s'agrandit au fil des années jusqu'à dépasser la centaine d'employés. Et s'il ne vous dit toujours rien, je suis pourtant sûr que vous le connaissez, surtout après son rachat en 1956 par un géant de la production de films japonais. La Toei donc désirait concurrencer Disney sur le marché des films d'animation qui rencontrait alors un succès fulgurant, même au Japon. Ainsi, Nishido Heiga sera renommé Toei Doga, plus connu aujourd'hui sous le nom de Toei Animation. Toei Animation s'inspira énormément du modèle économique de Disney en publiant en moyenne un long métrage d'animation par an. Ils feront sensation notamment en octobre 1958 avec Le Serpent Blanc, premier long métrage japonais en couleur. Même si le succès est au rendez-vous, il est encore loin d'égaler le géant américain Disney, notamment à cause des difficultés que rencontre le studio à exporter ses productions. Et oui, à l'étranger, la Japanimation n'intéresse pas.
Comble de l'ironie, même au Japon, les productions proposées par Disney fascinent plus que les productions locales. Du moins, pour le moment. « 9h du matin, 1er janvier 1963, Tokyo, studio Fuji TV. Ce matin-là, les Japonais pouvaient découvrir sur leurs petits écrans un visage bien familier, celui d'Astro Boy. Ce jour-là, c'est le rêve d'Osamu Tezuka qui prit littéralement vie devant leur regard émerveillé. Et cette fois-ci, c'est toute l'industrie de la Japanimation qui s'en retrouverait changée à jamais. Après plusieurs succès dans le manga, Osamu Tezuka a entrepris de réaliser son rêve le plus cher en fondant en 1961 le studio Mushi Productions. Studio qui lui permettrait donc de mener plusieurs recherches sur les techniques d'animation. Les longs métrages étant bien trop coûteux à cette époque, il a l'idée d'optimiser les techniques dites d'animation simplifiée, afin de produire des histoires sous forme de séries, avec de très courts délais, comme il pouvait le faire avec les mangas. Mais tout le génie d'Osamu Tezuka repose sur ce choix audacieux de produire du contenu à la télévision. Une première dans le domaine. Cependant, le studio dut surmonter de nombreuses contraintes et totalement repenser la Japanimation pour s'approprier le petit écran. On insistait constamment sur la rapidité. Chaque histoire devait fonctionner sans temps mort. Pour y parvenir, il nous fallait surmonter de nombreuses contraintes. À la télévision, l'écran est si petit que les plans d'ensemble ne fonctionnaient quasiment pas. Il faut donc enchaîner les gros plans rapides pour que les résultats aient un impact. Pour la première fois donc, et cela grâce à un homme passionné par les deux supports, manga et Japanimation se retrouvaient liés dans un nouveau format baptisé Terebi Manga, un destin croisé qui rencontrera un succès sans précédent dans l'archipel nippon. De par ses coûts relativement bas et ses délais de production très courts, ce nouveau format séduira bon nombre de studios, dont le géant Toei Animation. Le studio délaissera petit à petit les longs métrages pour devenir au début des années 70 un véritable fer de lance de l'adaptation, notamment en adaptant les licences les plus célèbres du magazine Shonen Jump. Depuis la première diffusion d'Astro Boy en 1963, Japanimation et manga sont toujours restés étroitement liés, se tirant vers le haut mutuellement. Grâce à ces faibles coûts de production, les séries animées se sont facilement exportées, d'abord en Europe, puis une décennie plus tard aux États-Unis. Cette exportation de masse a permis par la suite de mettre en avant les longs métrages japonais, qui peinaient tellement à trouver un public des années plus tôt. Et comme un retour aux sources, cette exportation permit finalement d'initier le monde au manga. Bien entendu, il y a aussi le revers de la médaille. Cette recherche perpétuelle de la productivité à faible coût et de l'exportation de masse a grandement détérioré les conditions de travail des animateurs japonais. Ce qui au fil des années a quelque peu entaché la réputation de certains studios. Heureusement, dernièrement, les choses commencent à changer. Les animés saisonniers étant de plus en plus privilégiés au détriment des productions continues. Et on arrive donc au bout de notre périple. Avec ces deux dernières questions, rappelez-vous, un animé respecte-t-il vraiment la vision de l'auteur? Et à quel point un mangaka est-il impliqué dans l'adaptation de son manga? Pour ce qui est de l'implication d'un mangaka dans son adaptation, cela varie. Si l'on voit des passionnés comme Osamu Tezuka naviguer entre les deux supports, il est rare que les mangaka aient le temps nécessaire pour cela. Et oui, si on a parlé des conditions de travail des animateurs un peu plus tôt, les mangaka c'est encore autre chose. C'est presque un mode de vie, j'ai envie de dire, destiné à une poignée d'élites passionnées et surtout déterminées. C'est pourquoi c'est souvent l'éditeur qui prend en charge d'apporter le point de vue de l'auteur au studio d'animation, et qui fait office d'intermédiaire entre les deux. Il n'est pas rare cependant de voir l'auteur profiter de cette occasion pour faire quelques réajustements et apporter des éclaircissements à son scénario, comme ce fut le cas avec Shinji no Kyojin par exemple. Et nous y voilà, la question finale est la plus épineuse, le sujet qui ressort le plus souvent quand on confronte manga et animation, le fameux respect de la vision de l'auteur. Déjà, je pense qu'il est bon de rappeler qu'au Japon, la parole d'un mangaka concernant son œuvre est rarement remise en question, encore moins par les studios d'animation.
Si j'évoque cela, c'est bien pour vous faire comprendre qu'il est en réalité très rare qu'un studio d'animation prenne des libertés concernant une adaptation, et qu'en règle générale, il y a un respect et une volonté de bien faire quand il s'agit d'adapter un manga, tant les enjeux économiques sont importants à la fois pour le studio, mais aussi pour le manga qui bénéficie d'une seconde exposition. En parlant d'économie, il est intéressant de voir comment les adaptations sont démarchées. En l'occurrence, pour les adaptations, il existe deux cas de figure. Celui où l'éditeur va faire des appels d'offres, s'il estime que le manga en question a le potentiel de fonctionner en animé, et celui où c'est le studio d'animation qui va miser sur le potentiel succès d'un manga et faire une offre pour avoir les droits d'exploitation avant les autres. On l'a vu tout à l'heure, pour faire l'intermédiaire, c'est l'éditeur qui s'en occupe, et c'est lui aussi qui se charge de défendre les intérêts du mangaka. C'est pourquoi, quand une adaptation dérive complètement de son support original, comme par exemple le regretté Samouraï Deeper Kyo, eh bien c'est que l'éditeur a donné son accord, voire en a même fait la commande, et donc par conséquent, on considère que l'auteur aussi, même si ça n'est sûrement pas toujours le cas. Bien entendu, tous les studios ne se valent pas, et n'ont pas tous la même réputation, et donc par conséquent, le même coût. Si maintenant on prend en compte sur quelle plateforme sera diffusée l'adaptation pour la première fois, soit directement à la télé, soit via des plateformes de vidéo à la demande, il faudra voir quelles règles vont être respectées pour convenir au public, sans parler des défis techniques pour coller le plus possible à l'ambiance du manga. On comprend vite alors qu'il peut être compliqué de ne pas altérer la vision d'un auteur. Je pense par exemple à Berserk, qui est forcément beaucoup moins viscéral et détaillé en animé. Mais je pense pourtant que ce n'est pas vraiment cela qui nous touche en tant que spectateur. Et puis combien d'entre nous peuvent être sûrs de bien avoir saisi la vision d'un auteur? Honnêtement, je n'ai pas cette prétention pour aucune des œuvres que j'ai vues. Un manga, bien qu'il soit le plus détaillé possible, laisse toujours libre cours à l'interprétation. C'est nous qui, à l'aide de notre imaginaire, remplissons les cases manquantes. C'est nous qui nous créons notre propre vision d'un univers. J'en viens donc à me dire que la vraie question, ce n'est pas tant de savoir à quel point un animé respecte la vision de l'auteur, mais surtout à quel point il colle à notre vision en tant que spectateur. Au final, vous l'aurez sûrement compris avant même de voir cette vidéo, la confrontation n'a effectivement pas lieu d'être. Bien que parfois, selon l'œuvre, je puisse avoir une petite préférence, pour moi, manga et animé sont avant tout complémentaires. Combien de mangas ai-je découvert grâce à leurs adaptations, et combien en ai-je vu sublimés par ces mêmes adaptations? Alors la prochaine fois que vous verrez vos potes se bouffer le nez parce que le manga est meilleur que l'animé, ou vice versa, n'hésitez pas à leur rappeler qu'au final, nous avons tous la même passion. Et vous alors, vous êtes plutôt manga ou animé? そして与えよう平等とは言えぬまでも理不尽な差のない世界を今矛を収めるなら許してやらんでもない